Bonjour à toutes et à tous. Alors, réseaux sociaux, liens sociaux, communauté du web. Alors, dans ces appellations, l'adjectif qui les caractérise le plus, en fait, est automatiquement omis à chaque fois, à savoir l'adjectif virtuel. Bon, en effet, Facebook, Twitter, Instagram sont bien des réseaux sociaux virtuels qui donnent naissance, dans l'immense majorité des cas, à des liens sociaux virtuels au sein de communautés virtuelles. Alors, les liens sociaux étant les éléments dynamiques sur lesquels se fondent les rapports sociaux, par définition, les communautés virtuelles du web engendrent donc, dans la majeure partie des cas, des rapports sociaux virtuels. D'un côté, on nous parle en permanence des réseaux sociaux et des communautés du web, mais de l'autre côté, toutes les études de sociologie sur l'état des rapports sociaux dans les pays développés ou économiquement avancés, on va dire, démontrent que le véritable lien social subit une érosion constante et ne cesse de se dégrader. En fait. D'ailleurs, selon certains sociologues, justement, ce lien social serait bel et bien menacé par une certaine conception d'Internet. Alors, tout d'abord, un premier tour de force au niveau de la dénomination, de l'appellation, de la manière de nommer les choses. Alors, sans pour cela faire automatiquement référence à Orwell, que vous connaissez, nous pouvons remarquer que bien souvent, on nous force à nommer une chose et son contraire par le même mot, de manière à ce qu'à la longue, ce soit la chose erronée ou biaisée qui porte le nom original et le sens qui va avec. Donc vous savez bien que le langage, avant de servir à la communication, sert en premier lieu à notre propre pensée, à articuler notre propre pensée. D'ailleurs, dans une journée, 99% du temps, on se parle à soi-même. Donc, en premier lieu, c'est pour articuler notre pensée. Alors, partant de là, un mot inapproprié qui est introduit dans notre vocabulaire va servir à articuler finalement une pensée qui va à la base se fonder sur une erreur. Par exemple, vous prenez la formule processus démocratique qu'on emploie souvent, ou procédé démocratique. Imaginons une dizaine de personnes autour d'une table qui décident de se concerter pour organiser quelque chose. Chacune donne son avis, elles débattent, après elles votent, et à la majorité, elles vont décider de quelque chose. C'est là un procédé démocratique entre ces 10 personnes. Prenez maintenant des élections présidentielles. Bon, vous avez des candidats qui au début sont une dizaine, une quinzaine, et qui au deuxième tour se retrouvent à deux. à deux. Bon, celui qui a plus de 50% l'emporte. Alors, si on compte en fait les vrais votes du premier tour pour lui, les abstentionnistes, enfin tout ça, on se rend compte finalement que le président qui est élu va gouverner un pays, une nation, avec par exemple 25% de voix véritables, 25% des votants. Ce qui veut dire que cette minorité possédera le véritable pouvoir décisionnaire donc, pour la majorité de la nation. Ce qui est finalement exactement l'opposé de l'histoire des 10 personnes. Pourtant, qu'on parle de l'un ou l'autre, on emploiera le mot procédé démocratique. Voilà une façon de biaiser les choses. On est éduqué à appeler ces deux choses procédés démocratiques alors qu'elles sont, dans les faits, complètement contraires. Alors, en ce qui concerne les soi-disant réseaux sociaux de l'Internet, les liens sociaux de l'Internet et communautés du web, le fait systématiquement d'omettre dans l'appellation l'adjectif virtuel, qui contribuerait à nous rappeler que nous ne parlons pas du réel, a pour effet, sur les nouvelles générations, à savoir celles qui englobent des personnes de moins de 25 ans, par exemple, d'assimiler la notion et le concept des rapports sociaux qu'au travers du prisme des réseaux sociaux du net, des communautés du net et des liens sociaux du net. Donc pour cette génération, le rapport social, en fait, c'est le rapport virtuel. Et ça le sera de plus en plus. Alors, une première particularité d'une importance capitale en ce qui concerne ces réseaux sociaux virtuels et communautés virtuelles, de plus en plus considérées, donc, comme je le disais, par les nouvelles générations, comme la seule version valide du rapport social, eh bien, c'est qu'inévitablement, il faut tout d'abord acquérir
et posséder un appareil, une technologie, un produit de la technologie pour y avoir accès. Sans un smartphone, sans une tablette ou sans un ordinateur, cette version moderne est dégénérée au sens propre du terme, donc du rapport social, elle reste hors de portée. Et quand on garde à l'esprit qu'une des plus grandes angoisses de l'être humain, qui est un animal grégaire, c'est de se retrouver pour une raison ou pour une autre, exclu du groupe, exclu de la communauté, exclu de la tribu, on comprend quel point de pression supplémentaire, l'obligation vitale pour la vie en communauté d'avoir accès à ces réseaux constitue en fait. Et un autre point de pression qui ne se ressent pas encore très bien aujourd'hui ou très fortement, mais qui ira en s'accentuant dans un futur proche, c'est justement l'augmentation des régulations du comportement et des idées exprimées sur la toile. Pour être tout d'abord, pour que l'individu soit d'abord accepté et maintenu au sein de la soi-disant communauté. Donc, comme je disais pour le premier point de pression, lié à la possibilité d'accès à ces réseaux sociaux virtuels, en être rejeté ou en être exclu équivaudra bientôt en quelque sorte à être exclu d'un monde finalement dont l'appartenance sera considérée comme indispensable, mais surtout dont l'appartenance sera considérée comme normale, ce qui est une notion extrêmement puissante dans une société comme la nôtre où le conformisme est une vertu. Ne pas être sur un réseau social, ça sera de plus en plus être anormal. Et le fait d'être anormal dans nos sociétés conformistes, ça peut être repéré comme une tare, vous voyez, ou ressenti de cette manière. Alors, au sujet d'ailleurs de cette régulation, nous devons plutôt parler d'auto-régulation. Alors pourquoi ? Vous avez tous déjà regardé une de ces innombrables vidéos nous expliquant qu'à cause, par exemple, des attentats, Internet va être encore plus surveillé et que, bien sûr, c'est un danger pour la liberté d'expression, que les gouvernements se servent de ce prétexte pour serrer la vis, pour contrôler de plus en plus le net. Alors, bon, ce sont souvent des vidéos très sérieuses, bien sûr, faites par des gens donnant l'impression d'experts, aux mines graves tout le temps. Hein. Mais vous êtes-vous déjà posé la question suivante par rapport à cette surveillance, justement ? Comment se fait-elle en pratique ? Alors, qu'est-ce qui a changé pour vous, pour moi et pour l'utilisation de l'Internet depuis les attentats, en fait ? Bon, absolument rien. Alors certes, sans doute, un fichage un peu plus massif, selon certains mots-clés, un fichage qui existe déjà, de toute façon, depuis le début de l'Internet. Mais, mis à part certains idiots sympathisants de certains terroristes, voilà. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui ont été arrêtés, embarqués par le GIGN après avoir tenu des propos subversifs contre le gouvernement, contre le système, contre qui que ce soit ? Donc certainement pas. Mais par contre, ce qui change, c'est justement la méfiance des internautes quant à certains sujets, c'est-à-dire l'autorégulation de la majorité des internautes envers certains sujets, envers certains propos. Une sorte d'autocensure qui sera de plus en plus en vigueur, ne serait-ce que par méfiance, finalement. Et quand on ajoute dans la balance que pour plus en plus de gens, l'Internet devient le véritable lieu du rapport social, on obtient un résultat qui fait que par méfiance, par autocensure ou par peur du fichage, ou de je ne sais quoi, la véritable subversion disparaîtra du réseau social petit à petit pour se transformer en une espèce de subversion autorisée et tolérable. C'est-à-dire que le tour de force se situera dans le fait que ce sont les structures dominantes elles-mêmes qui définiront la manière dont nous pouvons être subversifs envers le système, c'est-à-dire envers elles-mêmes. Quel meilleur contrôle, finalement, pour une structure dominante que de définir elle-même ses propres dissidents autorisés et validés. Alors, maintenant, un point extrêmement important. En ce qui concerne ces produits de la technologie qui vont nous donner accès à ces communautés, accès à ces espaces de liens sociaux, à ces réseaux, soi-disant fournisseurs de rapports sociaux. De quoi sont-ils les résultats ? Donc, ces produits de la technologie, de quoi sont-ils les résultats ? Alors, prenons par exemple un smartphone. De quoi est-il le résultat ? Alors, un smartphone, comme un ordinateur ou une tablette, c'est le résultat d'une collaboration, d'une négociation et donc d'une suite de rapports de force entre les scientifiques, les industriels,
les publicistes, les banquiers, les avocats et juristes. Alors, les scientifiques représentent la structure dominante dans la technologie, les industriels, les grandes entreprises, représentent la structure dominante en économie, les publicistes représentent la structure dominante dans le domaine de la vente, les banquiers représentent la structure dominante dans le domaine de la finance, les avocats représentent la structure dominante dans le domaine de la loi. C'est-à-dire qu'un smartphone, par exemple, est le résultat de la collaboration, de la négociation et donc du rapport de force entre 5 des structures les plus dominantes de la société. Alors, partant de là, peut-on, à travers de ce produit et l'accès qu'il nous donne au soi-disant domaine des nouveaux rapports sociaux, s'émanciper des structures dominantes dont il est le résultat? Certainement pas. Alors pourquoi? Bien, on peut rapidement le comprendre tout simplement en analysant le rapport entre ces structures dominantes, productrices de cette technologie qui donne accès à ces zones de rapports sociaux, et justement ces réseaux vers lesquels elles nous dirigent. Alors, ces structures dominantes vont injecter dans ces zones de rapports sociaux ce qu'on peut appeler des subjectivités, c'est-à-dire des idées reçues, des modèles de comportement, des façons de s'exprimer, des images de marque au sens propre et figuré, qui vont permettre à certains individus de s'identifier à telle ou telle tendance ou communauté, à telle personnalité. Alors quand je dis s'identifier, c'est surtout au sens primal du terme, c'est-à-dire se montrer à chacun les signes identiques qui nous rassemblent pour faire partie de la même tribu virtuelle. Et bien sûr, ces subjectivités sont toujours justifiées, parce qu'on ne vous proposera jamais, pour faire partie de tel ou tel réseau, de marcher sur les mains. Ça n'a aucun sens. On vous proposera tel ou tel jeu, telle ou telle communauté ou amis virtuels, telle ou telle page, telle ou telle marque, enfin... et tout cela selon les critères qui ont été extirpés et mis en base de données, selon les éléments de votre profil, en fait. Donc c'est donc de cette manière, en fait, et au travers de toutes ces subjectivités qui sont introduites par les structures dominantes, qu'un certain comportement va être provoqué, qu'une certaine façon de penser, et surtout une certaine façon de réagir face à telle ou telle information, face à telle ou telle situation, en fait, va être formatée. D'ailleurs, j'insiste sur réagir parce que c'est d'ailleurs la notion de réaction et la manière de réagir qui est plus visée. Parce que dans une société où le consentement doit être fabriqué, où le comportement doit être systématisé, c'est moins l'action des gens qu'on cherche à contrôler que leur réaction. On cherche à contrôler la réaction face au contexte et aux situations dans lesquelles ils vont se trouver. Alors, cela nous emmène en fait dans une société qui a changé un peu de forme, ou plutôt une société où la pratique du pouvoir ne se fait plus exactement comme traditionnellement, c'est-à-dire avec la tradition du pyramidal, où chaque étage, opère une pression sur l'étage d'en dessous. Donc, cette hiérarchisation existe toujours, mais il y a un élément de plus, et qui est extrêmement efficace, c'est que ces nouvelles sociétés, on peut peut-être les qualifier de réticulaires. Alors réticulaire, c'est-à-dire, c'est un enchaînement ou une profusion de réseaux horizontaux, un peu comme une immense toile d'araignée ou un filet, au-dessus duquel les structures dominantes se trouvent et façonnent le monde par l'injection de ces subjectivités. Et surtout, sans ne plus avoir la contrainte de l'espace-temps. Car en effet, avec la vitesse actuelle des moyens de transport et la quasi-instantanéité de la diffusion d'informations, quelle que soit la distance, ces structures dominantes peuvent agir, provoquer, maintenir, faire et défaire, ici, là-bas, ailleurs, mais tout cela maintenant. C'est ce qui a vraiment changé. Alors, un des dommages collatéraux les plus dramatiques, à mon avis, en ce qui concerne les bouleversements comportementaux des personnes les plus atteintes, on va dire,
concerne une espèce d'inversion de la réalité de plus en plus poussée et courante. Bon, nous avons bien sûr tous pu constater qu'avec l'avènement de la possibilité d'anonymat intrinsèque au virtuel, le fait de ne pas être atteignable physiquement, un des aspects les plus abjects de l'humain a été indirectement encouragé et a permis à certaines personnes d'y avoir beaucoup plus recours que dans le réel. Je veux bien sûr parler d'une certaine lâcheté, d'un certain courage exacerbé, ou alors même de se donner l'image qu'on aimerait que les autres perçoivent de nous-mêmes. Alors, beaucoup de gens, extrêmement dociles dans la vie de tous les jours se sont retrouvés révolutionnaires, rebelles, contestataires, sur la toile une fois par soir, pour retourner à une docilité réconfortante chaque matin. Et tout cela, bien sûr, ou en général, derrière un avatar représentant la manière dont ils aimeraient être perçus, en fait, dans le réel. Alors, beaucoup d'autres individus peu doués pour le courage se sont trouvés renaître au travers de personnages virtuels sans peur et sans reproche. À côté de ça, d'autres personnes se sont découvertes des élans humanitaires virtuels, bien sûr, de l'empathie à foison, de l'intérêt virtuel pour diverses luttes et combats variés perdus d'avance, tout cela virtuel, bien entendu. À noter que le fait que le combat soit perdu d'avance, c'est une espèce de particularité essentielle au combat qui doit être choisi. Ça permet d'être seul contre tous et d'accuser le système monstrueux de toujours gagner à la fin. Vous voyez, le combat perdu d'avance est très intéressant pour le nouveau style de courageux, parce que finalement il permet de ne rien faire puisque c'est perdu d'avance. Enfin, voilà, c'est une parenthèse. Alors, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la nature des sentiments ou des comportements excités par l'anonymat ou l'aspect virtuel de la toile. Ce qui m'intéresse, c'est le phénomène suivant, en fait. C'est le fait que dans cette société où les pressions sont multiples et de plus en plus difficiles à supporter, cette explosion de traits de caractère authentiques ou inventés, sincères ou exagérés, c'est-à-dire ce souci du comportement et de la manière dont les autres vont le percevoir, ne s'est pas produit dans le réel. Mais il s'est produit uniquement dans les zones virtuelles de ces nouveaux rapports sociaux. Et encore plus alarmant, c'est que beaucoup de gens issus de cette nouvelle génération et qui abordent des personnalités virtuelles ou des comportements virtuels de plus en plus marqués, engagés, racés, sont de plus en plus lisses, sans relief et sans véritable interaction franche dans le réel. Et là, c'est l'avènement d'un vrai futur problème. Comme si le réel était pour ces personnes devenu un espace-temps insipide et à supporter, en attendant la zone du rapport social et le réseau social virtuel, et en y concentrant ses actions, ses réactions et ses interventions. Alors là, comme début d'explication, ou plutôt hypothèse, je ne vais pas y passer la journée non plus, je vous renvoie à ce que j'ai dit au départ en ce qui concerne la plus grande peur de l'humain, à savoir celle d'être rejeté du groupe, exclu de la communauté, banni de la tribu. Alors pourquoi beaucoup plus d'attachement à un comportement, même caricatural, dans la zone virtuelle que dans le réel? Tout simplement, et c'est là où c'est terrifiant, c'est que pour de plus en plus de gens, pour une majorité de la population lambda, dans le réel, le groupe, la communauté, le lien n'existe déjà plus. Et donc le seul danger qu'elles encourent, c'est l'expulsion des zones du virtuel en cas de personnalité inintéressante ou dérangeante. Ce véritable danger se trouve uniquement pour ces personnes dans le virtuel, c'est-à-dire dans la zone des vrais nouveaux rapports sociaux. Alors, bienvenue dans Second Life et bienvenue dans la loi de la matrice. Alors, pour conclure, je dirais que pour toute personne voulant une alternative à cette aliénation profonde, à cette lente et douce agonie de la notion de conscience sociale, à toute personne voulant une alternative à ce programme, pensez-vous qu'il soit possible d'y remédier ou de pouvoir agir en utilisant cette même technologie, ces mêmes zones de rapports sociaux, ces mêmes communautés du web, qui ne sont finalement que les produits des 5 structures de domination les plus puissantes de notre société? Alors bien sûr que non.
force est de constater que quelle que soit l'action qu'on veuille intenter pour s'écarter un tant soit peu du centre de la nébuleuse, quel que soit le projet individuel ou collectif à mettre en œuvre pour l'avenir, ces nouvelles zones de liens sociaux peuvent servir à la connexion des gens de bonne volonté, mais absolument rien de concret ne doit s'y faire ou s'y planifier. Rien de concret ne doit se planifier au sein des zones virtuelles, ni se décider finalement au sein de ces zones de dictature sensorielle. Tout doit se tenter, mais dehors, c'est-à-dire dans le réel, et surtout à contre-temps de la musique sur laquelle ils essayent de nous faire danser, finalement. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.